prêt à être diverti? Écoutez cet extrait de 1991, un film de Riccardo Troggi. J'avais assez niaisé de même. C'était le temps de passer à l'action. Le temps était venu pour Marie-Ève Bernard de succomber au charme de Riccardo Troggi. Riccardo Troggi, l'homme, mais surtout Riccardo Troggi, le scénariste. Mais non, je niaisais. Non, je niaisais pas! Choisissons la culture québécoise. Un message du gouvernement du Québec. Les autres. Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, je suis très content car je discute avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et qui collabore ici à Cube Radio. Bonjour, Christian. Bonjour, Richard. Je sais que vous voulez me parler de vaccination, mais tout d'abord, j'aimerais vous entendre sur Evian. Donc, Evian qui a émis un tweet, qui a publié un tweet qui a fâché les musulmans. Vous avez certainement suivi cette histoire. Vous pouvez nous la raconter, Christian? Oui, absolument. Écoutez, vous savez que Evian vend de l'eau, hein? Oui. C'est bien. C'est bien connu. Alors, évidemment, Evian a fait sa publicité de toutes les façons possibles, imaginables, là, sur Internet. Mais il l'a fait le jour précis du début du Ramadan en France, là, qui commençait au début de la semaine. Et là, évidemment, on a vu des gens, mais bon, vous comprendrez bien que la majorité des musulmans en France se sont pas occupés de ça. La publicité d'Evian, on en voit à tous les jours, on en voit partout. On en a vu toute notre vie à peu près. Et donc, certains hystériques sur Internet se sont mis à dire Evian annonce son eau le jour du début du Ramadan, le jour où les musulmans doivent jeûner et ne pas boire jusqu'au coucher du soleil. Et bon, jusque là, il y a rien d'étonnant. Il y a des fous partout, hein. Il y a des hystériques un peu dans toutes les sociétés. Sauf que, imaginez qu'Evian s'est excusé d'avoir fait ça. Et c'est ça qui, je vous dirais, qui renverse tout le monde. Aujourd'hui, il y a 2, 3, 4, parce que bon, qui a fait ça sinon quelques hystériques qui cherchent tout simplement à provoquer. Ils sont pas très nombreux. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'ils peuvent se retrouver ensemble sur Internet. Hein. Avant, ils devaient prendre le bus, le métro pour se retrouver ou se téléphoner. Aujourd'hui, sur Internet, ils sont tous ensemble rapidement, mais c'est très peu de monde. Mais l'étonnant, c'est qu'une grande institution comme Evian s'excuse d'avoir fait ça, ce qui est tout à fait aberrant et ce qui donne un crédit absolument étonnant à ces gens-là qui sont des marginaux complètement hystériques et complètement délirants qui vont recommencer demain, hein. Et si Evian s'excuse, évidemment demain ça va être quoi? Ça va être Vichy, demain ça va être Coca-Cola, etc. Mais c'est ça que ça va être les producteurs de viande parce qu'ils produisent de la viande pendant le Ramadan. Imaginez quelle horreur. Mais qui sont les plus dangereux, ceux qui demandent à Evian de s'excuser ou Evian qui s'excuse? Je pense que les plus dangereux, c'est Evian qui s'excuse de toute évidence. Et je vous dirais que oui, les plus dangereux, ce sont ces gens-là qui normalement sont des institutions dans une société et devraient résister à ce genre de provocation tout à fait marginale. Parce que répétons-le, c'est extrêmement marginal. Bon, ça peut avoir l'air un petit peu gros parce qu'aujourd'hui on a les réseaux sociaux, mais c'est terriblement marginal. Arrêter à Paris ici, arrêter des musulmans dans la rue, parlez-leur de cette affaire-là. Souvent ils ne le savent même pas. Ils ont même pas entendu parler de ça. Si vous leur racontez ça, ils vont pouffer de rire en vous écoutant. Mais effectivement, les plus dangereux, ce sont ceux qui cèdent à ce chantage. Vous savez, dans les Français le savent, dans une société, il y a ce qu'on appelle des collabos. Oui. Des gens qui sont prêts à virer capot demain matin pour toutes sortes d'intérêts, hein. Peut-être parce qu'Evian a peur d'avoir une mauvaise presse, mais je vous dirais que à notre époque, en ce moment, les collabos sont nombreux. Il y a des époques comme ça où il y a plus de collabos que d'autres, mais on dirait qu'ils sont très nombreux aujourd'hui. Et pire encore, bon, là, il s'agit d'une entreprise privée qui a des intérêts privés, des intérêts financiers, mais quand ça devient des institutions publiques, quand ça devient
des institutions même d'État, quand ça devient des personnages politiques, là, je vous avoue que les bras nous en tombent et le danger est réel. C'est-à-dire qu'on donne, dans le fond, le pouvoir à des maîtres chanteurs. Et aujourd'hui, dans le National Post, il y a un très gros texte qui répond à une question. Je suis musulman. Est-ce que je peux aller me faire vacciner pendant le Ramadan? Et là, tu as un énorme texte là où ils ont interviewé Mahomet avait pas prévu. Oui. Et là, il interviewe des imams en disant, oui, étant donné que ça passe pas par ta gorge, directement dans ton sang, mais si c'était une pilule, tu pourrais pas la prendre, la pilule, parce que ça passe dans ta gorge et ça serait vu comme un nutriment par ton Dieu. Et là, tu dis, mais écoute, là, on est sur une autre planète. Là. Oui, on est sur une autre planète que je vous le répète que des musulmans un peu dérangés, un peu hystériques, un peu radicaux, un peu orthodoxes se posent ce genre de questions. Bon, bref, écoutez, ça a toujours existé. On a vu ça chez les catholiques aussi. Oui. Mais que le National Post fasse de ça une question nationale, justement nationale, c'est ça qui étonne, c'est-à-dire que il y a une espèce d'obsession aujourd'hui dans nos sociétés des minorités jusqu'à parler des minorités de la minorité de la minorité. On est rendu là chez les fous, chez les gens un peu dérangés, mais il y a une obsession aujourd'hui dans notre société de ça, et même des grands quotidiens comme le National Post, qui est un journal quand même de prestigieux, se plie à ce genre de choses-là. On voit ça, puis on voit ça partout. Regardez aujourd'hui le New York Times, qui est pratiquement devenu l'organe officiel des minorités agissantes aux États-Unis. Dès qu'il s'agit de dénoncer quelque chose, le New York Times est là. On comprend pas pourquoi des institutions qui peuvent être de droite, qui peuvent être de gauche, se laissent comme ça, se laissent conquérir par des minorités agissantes qui sont extrêmement minoritaires dans la société. Mais ce qui fait qu'une minorité finalement peut dominer la société malgré le fait qu'elle ne représente à peu près personne, parce qu'elle a des échos dans les médias, elle a des échos dans les institutions, elle fait plier tout le monde. Et imaginez le sentiment que ça crée dans la majorité de la population qui elle continue à vivre, je dirais, sa vie normalement, continue à... Oui, mais Christian, imaginez le sentiment le pouvoir que vous donnez à ces gens qui sont très minoritaires en disant, nous avons fait plier Evian. Oui, absolument. On fait plier Evian comme on a fait avant ça plier d'autres entreprises. Dès qu'une entreprise a le malheur de faire une publicité aujourd'hui où il n'y a pas un noir, où il n'y a pas un asiatique, où il n'y a pas une personne de couleur, tout de suite certains lèvent les baguettes en l'air, et souvent les entreprises s'excusent. En France, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la marque, le slip français, qui fait des slips, des sous-vêtements avec une bande bleu, blanc, rouge. Ces gens-là se sont fait attraper comme ça. Ils avaient fait une publicité un peu franchouillarde. De toute façon, leur marque de commerce, c'est d'être franchouillard. Il s'appelle le slip français. Et là, évidemment, ils se sont fait dénoncer sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous regardez les publicités du slip français, mais vous vous dites, mais est-ce qu'il y a des Français qui portent ça? Tellement, c'en est exagéré. C'en est fou, hein. Vous connaissez l'équipeur au Québec. Moi, l'été, quand je suis là, l'été, je m'habille là. Vous savez qui s'habille là en général? Plutôt des ouvriers de la construction, beaucoup de vêtements. Aujourd'hui, il y a que de jeunes asiatiques et de jeunes noirs à la taille effilée qui font les publicités de l'équipeur. Vous voyez? Voilà. C'est complètement déconnecté. Je le répète, ça crée une insatisfaction, ça, dans la majorité de la population qui, elle, garde son bon sens, garde sa façon de réfléchir terre à terre, normale, et qui, un jour, va se révolter contre ça et va exprimer sa colère. C'est inévitable. Ben oui, si on pousse le bouchon vraiment trop loin, là, les gens vont avoir ras-le-papon. Au début de la pandémie, on disait que ça démontrait, cette pandémie-là, en fait, tout le talon d'Achille de la mondialisation. Et en France en particulier, là, ça montrait que on n'est jamais si bien servi lorsqu'on a le plein contrôle de nos frontières, et ça remettait en question finalement l'efficacité et la pertinence de l'Union européenne, et même chose pour la vaccination, là.
Oui, ben écoutez, absolument. Écoutez, on n'arrête pas de mesurer, je dirais, la profondeur de l'échec, là, de la véritable débâcle. On parle de débâcle vaccinal en Europe en ce moment. L'Europe est derrière le Canada pour ce qui est de la vaccination. Le Canada a probablement eu la chance d'être collé sur les États-Unis où il y a une profusion de vaccins, mais l'Europe visiblement a raté à peu près tout ce qu'elle pouvait rater dans cette affaire-là. Et ça met en évidence le fait que un pays comme la France, qui a Sanofi, qui a Pasteur, qui a des centres de recherche quand même extraordinaires, qui a des prix Nobel, c'est en France qu'on a découvert le virus du sida quand même, qu'un pays comme ça, s'il s'était pris en main, comme ont fait les Britanniques, s'il s'était organisé, s'il avait mis ensemble ces entreprises, s'il avait développé, par exemple, des collaborations avec des entreprises allemandes qui aujourd'hui collaborent plutôt avec des entreprises américaines, vive l'Europe, ou même avec des entreprises britanniques, évidemment que la France aurait eu son vaccin, évidemment qu'elle serait aujourd'hui en tête de la vaccination dans le monde, alors qu'elle est à la queue là aujourd'hui de l'Occident. Et ça c'est vraiment et je vous dirais que c'est par idéologie qu'on a fait ce choix-là. Vous savez, il y a des choix qu'on fait par idéologie. Eh bien, l'exemple de la vaccination en Europe, c'est l'exemple d'un choix idéologique. On a voulu utiliser la pandémie, la situation de crise pour essayer de construire l'Europe, pour essayer de fabriquer l'Europe, alors qu'il n'y a aucune compétence en Europe en matière de vaccination, aucune compétence en matière de santé. On fait la même chose, vous savez, dans le domaine financier. On va voir si ça va fonctionner, mais dans le domaine financier et de l'aide financière, on a créé un fonds, une dette commune, 750 milliards de dollars, alors que tous les traités européens, tous les traités sans exception, interdisent la création d'une dette commune, surtout d'une dette qui ne sera pas répartie également entre les pays. Et aujourd'hui, les Allemands sont en cours pour faire bloquer le gigantesque plan d'aide européen qui est complètement bloqué à cause de la Cour de Karlsruhe, la Cour constitutionnelle allemande, qui considère, qui va se trancher là-dessus, mais il y a des chances qu'elle considère que ce plan de relance-là est inconstitutionnel. Donc, vous voyez qu'on utilise les états de crise pour essayer de fabriquer une Union européenne qui n'est pas faite pour ça, qui n'est pas faite pour ce genre de choses-là et dont les peuples ne veulent pas qu'elle serve à ça. Et on voit le résultat. Le résultat, c'est aujourd'hui, tout le monde attend le plan de relance économique qui n'arrive pas en Europe, alors que le plan de relance américain, vous voyez où il en est, je sais plus combien, 2000 milliards, on s'y perd dans les milliards, tout ça. Mais et regardez le plan de vaccination qui est un échec. L'Europe va être le dernier continent à repartir après l'épidémie. On calcule que si les Américains vont combler, je dirais, leur perte de la période de la pandémie à peut-être en 9 mois environ, 3 trimestres autour de ça, ça va prendre au moins 2 ans en Europe pour pouvoir le faire à cause de ce retard vaccinal qui n'est pas explicable par des raisons scientifiques ou par des raisons économiques. Et en terminant, est-ce que ce serait un coup fatal qui est porté à l'Union européenne? J'imagine qu'il va y avoir un lendemain de veille qui va être assez pénible pour les tenants de l'européanisme. Oui, l'Union européenne n'a pas arrêté de dire après le Brexit, enfin les Britanniques sont partis, ça va mieux aller, on va se relancer, ça va. Et là, coup sur coup, on a 2 échecs monumentaux auxquels justement il fallait rajouter celui du Brexit avant et auxquels il faut peut-être rajouter la crise de l'euro en 2008. Donc, on a une décennie, je dirais, noire pour l'Union européenne et il va évidemment falloir si l'Union européenne veut survivre, parce qu'il n'est pas évident que l'Union européenne va survivre, si elle veut survivre, il va évidemment falloir qu'elle se remette en question. Et il y a des échéances électorales d'ailleurs qui s'en viennent. Regardez, ça va très très mal pour Mme Merkel en ce moment. Évidemment, Mme Merkel ne se représente pas, mais ça va mal pour son parti. Il n'est pas du tout évident que le candidat qu'on avait choisi à la CDU dans le parti de Mme Merkel sera le candidat à l'élection. Probablement un autre candidat qui se distingue beaucoup plus de Mme Merkel. Et écoutez, il y a une élection présidentielle qui s'en vient en France aussi. Et Marine Le Pen, le vent dans les voiles.
Absolument. Marine Le Pen, aujourd'hui, est à peu près au second tour à égalité. Elle pourrait même devancer Emmanuel Macron au premier tour. Tout ça est très, très aléatoire, évidemment, à un an de la présidentielle, mais tout ça montre quand même que le paysage politique est extrêmement sensible, extrêmement mobile, et que je pense, oui, que l'échec vaccinal va avoir des conséquences à la fois sur l'Union européenne et évidemment en Allemagne et en France, de toute évidence. Ça va brasser. Merci beaucoup, Christian. Bon week-end. Merci Christian Rioux. Au revoir. Recevez jusqu'à 6 900 $ pour une participation à une étude. Alta Science recrute actuellement des gens en bonne santé, âgés entre 18 et 65 ans, qui ne prennent aucun médicament sur une base régulière. Participez à une étude clinique à Montréal et vous pourriez recevoir jusqu'à 6 900 $ pour votre participation. Inscrivez-vous en ligne au goalta.ca ou par téléphone au 514-373-2003. 514-373-2003.